Au champ de Guy de Maupassant. À Octave Mirbeau. Les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besogniers durent sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas, et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par l'étuvage, qui avait 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valins, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli dans l'eau, où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons, et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot, au feu, le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle. Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça grouillés dans la poussière? L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit. Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un. Celui-là, le tout petit. Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvaches, et l'enlevant dans ses bras, il le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs brisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit un grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches qu'il la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme d'une voix entrecoupée tremblante commença. Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. Les campagnards stupéfaits et sans idée ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions, voulez-vous? La paysanne commençait à comprendre, elle demanda. Vous voulez nous prendre Charlot? Ah ben non, pour sûr. Alors monsieur Dubière intervient. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris?
La femme s'était levée toute furieuse. Vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah, mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère ça. Ah, mais non, ce serait abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuva sa femme d'un mouvement continu de tête. Madame Dubière éperdue se mit à pleurer, se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits. Elle balbutia. Ne veut le pas. Henri ne veut le pas. Alors ils firent une dernière tentative. Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur. La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revois point par ici, c'est permis de vouloir prendre un effort comme ça. Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits et elle demanda à travers ses larmes avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous. Le père Tuvache répondit. Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Il rentra dans sa maison où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valins étaient à table en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire ou d'astuce. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence torturé, hésitant. La femme enfin demanda « Qui t'en dit l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux. « Je dis que c'est point méprisable. » Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, le parla de l'avenir du petit, du bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda. Prends tout de 1200 francs, tu seras promis devant le notaire. Monsieur Dubière répondit. Mais certainement, dès demain. La fermière qui méditait reprit. 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Il travaillera dans quelques ans, Stéphane. Il nous faut 120 francs. Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin appelé aussitôt servirent des témoins complaisants. Et la jeune femme radieuse emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvache, sur leur porte, le regardaient et partirent muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents chaque mois allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire. Ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie, bien une corruption. Et parfois elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant comme s'il le comprit, je t'ai pas vendu je t'ai pas vendu mon petit haut. Je vends pas mes enfants, mais je suis pas riche, ne vends pas mes enfants. Et pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient « C'est bon, que c'était engageant, c'est égal, et sa conduite comme une bonne mère. » On la citait, et Charlot qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades.
parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valins vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvache restés misérables venait de là. Leur fils aîné partit au service, le second mourut, Charles resta seul à peine avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit donnant la main à une vieille dame aux cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là mon enfant, la seconde maison. » Et il entra, comme chez lui dans la masure des Valins. La vieille mère lavait ses tabliers, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête et le jeune homme dit « Bonjour papa, bonjour maman. » Ils se dressèrent effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans son eau et balbutia « Si, c'est item néfant, c'est item néfant. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant « Bonjour maman », tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son ton calme, qui ne perdait jamais « Te voilà-t-il revenu, Jean ?» Comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le vieux, dont le payer pour le montrer. On le conduisit au maire, à son adjoint, chez l'adjoint, pardon, chez le curé et chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit Valin ?» Sa mère répondit obstinément « Je voulions pas vendre en éléphant. » Le père en ne disait rien. Le fils reprit « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux « Veux-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme brutalement « Oui, je vous le reproche. Que vous n'êtes que des nions. Des parents comme vous, ça est le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des enfants. » Alors le gars rudement. « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre tonton, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. » Il se leva. « Tenez, sens bien que je ferai mieux de ne pas rester ici parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les deux vieux se taisaient atterrés, larmoyant. Il reprit. « Non, si dès là serait trop dur, j'ai mieux m'en aller chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte, un bruit de voix entra. Et Valin festoyait avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria « Maintenant, va !» Et il disparut dans la nuit.